François Hollande, quel président comptez-vous être? Un président qui, d'abord, respecte les Français, qui les considère. Avec cette histoire cocasse relatée, celle d'un conseiller qui privatise un salon de l'hôtel Marigny pour se faire cirer les chaussures. Histoire relatée par le cireur de chaussures lui-même qui a été remercié depuis. Mais effectivement, le plus grave est ailleurs, puisque selon Mediapart, Aquilino Morel est accusé d'avoir travaillé en cachette pour des laboratoires pharmaceutiques, y compris au moment où il était censé les contrôler au sein de l'Institut général des affaires sociales. Un président qui ne veut pas être président de tout, chef de tout et en définitive responsable de rien. Toutes ces entreprises qui postulaient étaient écartées par la région qui leur préférait deux sociétés, effectivement, dirigées par le frère et des neveux de Kader Arif, le ministre délégué aux anciens combattants. Ce que vous nous décrivez là peut s'apparenter à du favoritisme. Moi, président de la République, je ne traiterai pas mon Premier ministre de collaborateur. Ça va s'appeler le vrai visage de Manuel Valls, parce que je pense que Manuel Valls a un gros problème d'identité. Il a une espèce de double visage, et c'est ce que beaucoup de gens se demandent rien qu'en le voyant. On sent que c'est quelqu'un qui est assez bipolaire. Manuel Valls, pour moi, a une espèce de double histoire. C'est quelqu'un qui a réécrit sa propre histoire. Donc j'ai pris à peu près tout ce qui était disponible sur la question. Il y avait toute une série de documents qui étaient disponibles, puisque son père était un peintre connu. C'est toujours très agréable de recevoir un prix, surtout quand on n'en a pas l'habitude. Et ça fait un grand plaisir quand même. Beaucoup de gens, Emmanuel Valls le dit parfois, mais en général le laisse dire, il se présente comme fils d'un réfugié antifranquiste. Il faut quand même rappeler qu'Emmanuel Valls est né dans les années 60 en Espagne. Donc c'était donc à l'époque du général Franco et du franquisme. Donc on se dit qu'un républicain espagnol réfugié en France, comment se fait-il que son fils puisse naître en Espagne? En réalité, il n'en est rien. La famille de Manuel Valls est une famille de la très haute bourgeoisie catholique catalane. Son grand-père a participé à la fondation du plus important journal catholique conservateur de Catalogne. Ce journal a été interdit en 1936 par ce qu'on appelle les Rouges, c'est-à-dire les communistes, les trotskistes, alliés pour l'occasion avec les socialistes. Donc il n'y avait absolument aucune raison que son père quitte l'Espagne en 1951 et soit présenté comme un réfugié antifranquiste. Les vrais réfugiés antifranquistes, ils sont partis à la fin de la guerre civile espagnole, c'est-à-dire en 1939. Donc c'est déjà une réécriture à cause de son histoire politique. La deuxième, c'est l'histoire de sa mère, qui est une famille de la riche bourgeoisie tessine, qui s'est enrichie grâce au trafic de l'or colonial au Sierra Leone. Sa famille possédait des commerces, des hôtels, des immeubles, des mines d'or. Donc c'est une famille qui a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le socialisme, même boboisé. À 18 ans, j'étais déjà social-démocrate, une gauche responsable, le parler vrai, l'éthique de vérité. C'est quoi être de gauche? C'est lutter contre les inégalités. Donc c'est toute une série de choses qui sont développées dans ce livre, avec un certain nombre de lumières qui sont apportées, et développer évidemment la partie sur ces liens extrêmement étroits avec les sionistes, Israël, la communauté juive en France. Alors, c'est un véritable sioniste de combat. Lui-même a dit dans un discours filmé qui a fait, on peut dire, beaucoup de buzz sur Internet, qu'il était lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël. Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et à Israël, quand même. Cet homme qui est très entier dans ce discours, qui tape sur la table, qui à un moment dit merde, mais quand même. Merde, quand même. Enfin, un homme de conviction, un homme dans lequel on croit. Accompagné de membres de la communauté juive qui se rendaient à la synagogue d'Évry. Or, ce que les gens ignorent totalement, c'est que cet engagement en faveur d'Israël de Manuel Valls est quelque chose d'extrêmement récent. Cet engagement a environ 5 ans. Et tout ce qui s'est produit avant
C'est-à-dire, en gros, de 1980 à 2008, au moins, Manuel Valls est engagé exactement de la même manière, mais en faveur du peuple palestinien. Ce qui a été gommé, ce qui ne figure dans aucune biographie, les journalistes qui savent ne veulent pas que ça se sache, et personne n'en parle. Or, il y a des écrits qui existent, il y a des documents qui existent, et ce sont des choses qui sont publiées à l'intérieur du vrai visage de Manuel Valls. Et donc je vous ai donné la primeur d'une vidéo stupéfiante que j'ai découverte, où Manuel Valls, en 2008, plante un arbre, un olivier, en faveur du peuple palestinien, et où il prononce un discours filmé qu'il suffit de regarder. Je pense évidemment peut-être d'abord aux habitants de la bande de Gaza, enfermés, qui vivent une situation infernale dans tous les sens du terme. Nous sommes responsables d'un long travail à mener collectivement afin de combattre la haine, les divisions et les préjugés. Et tout ça sur fond de drapeau palestinien. On a l'impression de rêver, puisque aujourd'hui, il est invité régulier du dîner de gala du CRIF, il se produit au Fonds social juif unifié, il est bien reçu par le Congrès juif mondial, et je dirais que dans les milieux dissidents, c'est cette image très sioniste qu'on connaît Manuel Valls. Parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël, nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme. L'édification d'un mur honteux, la poursuite des colonisations, le sort des prisonniers, bref des événements qui ne vont pas dans le sens de la paix. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. Tous les documents existent. Libération sait, TF1 sait, Mediapart sait, Politis sait, Le Monde bien sûr sait que cet homme a eu un engagement extrême en faveur de la Palestine et personne ne le rappelle aujourd'hui, n'ose le rappeler, et tout le monde surtout là-dessus est caché, tout simplement parce que ça serait mauvais pour la carrière de Manuel Valls. Moi, président de la République, je ferai fonctionner la justice de manière indépendante. Je ne nommerai pas les membres du parquet, alors que l'avis du Conseil supérieur de la magistrature n'a pas été dans ce sens. La suppression des tribunaux correctionnels pour mineurs, c'est l'une des priorités de la ministre de la Justice, Christiane Taubira. Oh, elle va vider les prisons avec une rare efficacité. Elle va pousser les victimes à se faire justice eux-mêmes, de plus en plus souvent, de plus en plus violemment. Alors, elle viendra à la télévision et elle dira « Je vous l'avais bien dit que la société française était violente et raciste ». Eh ben merci maman Taubira. Eh bien, il y a 3 jours, c'est une rame du RER D près de Paris qui a fait l'objet d'un raid d'une bande cagoulée. Les voyageurs ont été menacés, frappés, dévalisés. Enquête Franck Genozo. Après 2 jours d'audience, le verdict est finalement tombé. Parmi les 11 mineurs jugés, 5 ont été condamnés à de la prison avec sursis. 1 a été relaxé. Arrêté mi-juin après une manifestation contre le mariage gay sur les Champs-Élysées, l'étudiant de 23 ans a été condamné à 4 mois de prison, dont 2 fermes pour rébellion. Moi, je vais vous donner un autre exemple de 2 poids 2 mesures, c'est qu'il y a eu du sursis pour les jeunes qui ont attaqué le RER D à Grigny il y a un peu moins de 2 mois. Et là, on a 2 mois de prison ferme pour un jeune finalement qui est interpellé pour un acte politique. Là aussi, il y a 2 poids et 2 mesures, non? En moins de 4 mois, ce malfaiteur de 27 ans a commis une impressionnante série de 16 braquages. Et lors de son interpellation, les policiers ont découvert que le suspect était un récidiviste, plusieurs fois condamné, et qu'en plus, il portait un bracelet électronique. De valeur, de vol, de cambriolage, c'est-à-dire qu'à moins de 300 €, on remet tout le monde dehors et on présente personne. Et il me disait que les directives qu'ils avaient reçues, c'était si vous interpellez un mineur d'origine étrangère, vous pouvez tout de suite le remettre dehors.
En bref, c'est une peine exemplaire. Anne-Sophie Leclerc, une ex-élue FN, a été condamnée par défaut à 9 mois de prison ferme. En octobre dernier, elle avait publié sur sa page Facebook un photomontage de Christiane Taubira, la garde des Sceaux, à côté d'un petit singe. Anne-Sophie Leclerc est également condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans et à 30 000 € d'amende, et a versé aussi 50 000 € à une association guyanaise. Voilà. Madame Taubira, nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2014. Nicolas Sarkozy est-il aujourd'hui sur écoute? Mais je n'en sais rien, je ne peux pas le savoir et je n'ai pas à le savoir. Voilà donc ce qui est remonté à la chancellerie. Si vous pensez qu'il y a là des comptes rendus et des synthèses d'interception judiciaire, c'est votre liberté, l'imagination, peut-être à la fois au pouvoir et dans la presse. C'est pourtant bien ce qui est écrit noir sur blanc sur les documents brandis par la garde des Sceaux. Le journal Le Monde les a déchiffrés. Il y a la date et un résumé des écoutes de l'ancien chef de l'État. Là, je cherche mes mots, parce que toujours face aux victimes, je fais silence. Je pense que par décence, M. Pujadas, ni vous, ni moi, ne traitons de ce cas-là. Ne portons de jugement sur la décision du juge. C'est trop facile. Ou un message transmis par... non? C'est faux qu'il n'est pas sur le contrôle. Non mais c'est inadmissible comment ça se passe. Je disais donc... Moi, président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit à chaque instant exemplaire. La simplicité, les attitudes, tout ça, mais alors un jet privé pour revenir de Tulle hier soir. On n'a rien pardonné à Nicolas Sarkozy. Oui. Et là, ça, c'est l'avion officiel, ça. Non. Falcon 900. Hein. Non, Falcon 900, Affrété. avion privé. Mais affrété par qui? Alors justement, apparemment pas les comptes de campagne, non. peut-être le Parti Socialiste. Mais parce qu'il est déjà élu. Compte de campagne, c'est terminé. Ah, c'est pas la présidence de la République, c'est peut-être le Parti Socialiste qui l'aurait payé. Ça m'étonnerait. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre à cela. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres qui ne pourraient pas rentrer dans un conflit d'intérêts. Le citoyen français doit contribuer au financement du modèle social. Thomas Thévenoud quitte le gouvernement pour des raisons personnelles. Puis très vite, le vocabulaire s'affine. L'ex-secrétaire d'État ne déclarait pas ses revenus et ne payait plus ses impôts depuis plusieurs années. Thomas Thévenoud reste donc député. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Au moment où Jérôme Cahuzac regagne sa place, il reçoit le soutien du Premier ministre. Le ministre du Budget vient pourtant de mentir en toute connaissance de cause. Je vais vous affirmer simplement, ce n'est pas moi. Je parle évidemment de la voix que l'on entend sur cette bande. Je dément en bloc et en détail, et en conséquence, ce n'est pas moi. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai pas. Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la réponse, aucun moment. Et la réponse. À aucun moment. À aucun moment. Bienvenue à tous. C'est un coup de théâtre et c'est aussi un coup de tonnerre pour le gouvernement et pour le monde politique. 2 semaines après sa démission, Jérôme Cahuzac a reconnu donc ce qu'il avait toujours nié jusqu'ici. Il avoue détenir un compte bancaire à l'étranger, un compte ouvert en Suisse et transféré à Singapour en 2009. L'effet d'abord. Un compte ensuite transféré à Singapour. Un montage complexe pour les spécialistes financiers, trop sophistiqué pour n'avoir abrité que 600 000 €. On ne peut pas bénéficier de l'expertise financière d'un grand conseiller financier parisien, articulé à une société financière genevoise, articulé à la plus grande banque de gestion de fortune du monde, UBS, à Genève, et ensuite à Singapour, sans mettre sur la table, non pas 600 000 €, mais au moins 10 millions d'euros. C'est le ticket d'entrée pour bénéficier de ce genre. Hubert Ossa dit qu'il y a suffisamment d'éléments pour la qualification d'escroquerie fiscale pour ce compte ouvert en 1992. Mais il y a aussi beaucoup de questions qui restent en suspens.
Combien d'argent exactement? M. Cahuzac avoue apparemment 600 000 euros. C'est beaucoup plus d'argent qui est mentionné par beaucoup de sources. On revient souvent à cette somme de 15 millions d'euros, mais aussi combien d'argent a transité. Et puis question ouverte encore sur l'intervention de la France, surtout de M. Pierre Moscovici, pour tenter d'innocenter M. Cahuzac. On sait qu'il y a eu une discussion lors du forum de Davos entre Pierre Moscovici et notre ministre des Finances, mais on n'en connaît pas la teneur sur le dossier Cahuzac. Non. En pleine affaire Cahuzac, cette révélation qui tombe donc très mal pour le gouvernement. Selon Le Monde, le trésorier de campagne de François Hollande serait actionnaire de 2 sociétés offshore dans les îles Caïmans. Jean-Jacques Augier confirme les faits. Moi, président de la République, les ministres ne pourront pas cumuler leurs fonctions avec un mandat local, parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. Vous nous aviez promis une majorité exemplaire et toute la France sait ce qu'il en est de votre majorité exemplaire, mais c'est toujours pas de votre faute. Monsieur le Premier ministre, c'est pas une boîte à outils qui vous a donné le président, c'est une boîte à gifles. Et dans cette boîte à gifles, il reste encore quelques perles, comme le cumul des mandats. Le cumul des mandats que, mes chers collègues socialistes, vous vous êtes engagés à respecter dès le mois de septembre 2012, en promettant devant vos électeurs, la main sur le cœur, de démissionner de votre mandat local en septembre. Aucun de vous ne l'a fait. Mais c'est pas de votre faute, monsieur le Premier ministre. Alors, monsieur le Premier ministre, à force de dire que rien n'est de votre faute, à force de n'être responsable de rien, faudra pas vous étonner si un jour les Français vous disent « Mais qui est le Premier ministre dans ce pays ?» Ce sera pas de leur faute. Moi, président de la République, je ferai en sorte que les partenaires sociaux puissent être considérés, aussi bien les organisations professionnelles que les syndicats. L'enjeu de cette campagne, c'est la France. Une France du travail, du mérite, de l'effort, de l'initiative, de l'entreprise. Une France de la solidarité, où aucun des enfants de la nation sera laissé de côté. Une France de l'égalité pour la santé. Une France du meilleur accès pour tous au logement. Une France de l'éducation. Je veux faire de l'éducation une grande cause nationale. C'est pour la jeunesse que je veux présider la France. Une France de la justice, où l'argent sera remis à sa place, qui est celle d'un serviteur et non d'un maître. Une France de la sécurité pour tous, aux délinquants financiers, aux fraudeurs, aux petits caïds, je les avertis, la République vous rattrapera. Une France du civisme où chacun demandera, non pas ce que la République peut faire pour lui, mais ce que lui peut faire pour la République. Une France de la diversité, où chacun apportera sa différence, mais dans l'unité de la République, et où les enfants d'immigrés doivent être fiers d'être français. Français, parce que c'est le plus beau nom qu'on puisse donner à un citoyen du monde. Le rêve français, c'est la promesse républicaine autour de l'école, de la laïcité, de la dignité humaine, de l'intérêt général. Le rêve français, c'est l'affirmation des valeurs universelles qui vont bien au-delà des frontières. Le rêve français, c'est notre histoire. Le rêve français, c'est une force. C'est le projet que je vous propose, parce qu'il nous ressemble, parce qu'il nous rassemble. La France n'est pas un problème. La France est la solution. Je veux que nous allions ensemble vers la France de demain. Voilà le choix qui vous attend, entre la peur et l'espoir, entre la résignation et le sursaut, entre l'agitation et le changement. Mobilisons-nous, rassemblons-nous. Le changement, j'y suis prêt. Le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. Monsieur Hollande, elles sont où les promesses? Allez, elles sont où? Moi, président de la République, j'essaierai d'avoir de la hauteur de vue pour fixer les grandes orientations, les grandes impulsions. Mais en même temps, je ne m'occuperai pas de tout et j'aurai toujours le souci de la proximité avec les Français. Ce qui nous rend pessimistes, c'est parce que vous avez vu la hausse des prélèvements qui ne cesse de se produire depuis plusieurs mois maintenant. Et nous ne pensons pas qu'en affaiblissant comme ça la consommation, en affaiblissant la demande, on puisse relancer l'activité économique. Et la crainte que nous exprimons en ce moment, c'est que à force de ponctionner, de prendre toujours au même et souvent au plus modeste, on finisse par tuer la reprise économique et la croissance. Et finalement, au terme de ce processus, on n'aurait ni comblé nos déficits et en plus, on aurait augmenté le chômage. J'essaie d'avoir une cohérence dans les convictions. Je n'en change pas en fonction des circonstances ou des votes qui peuvent intervenir au premier tour d'une élection présidentielle. Je préfère tenir bon sur une position que je défends depuis des années plutôt que d'en changer sous la pression des circonstances. 2012, si j'ai gagné, c'est pas parce que j'avais un programme étincelant. C'est sans doute parce que mon prédécesseur avait échoué.
En un mot, c'est de ne pas venir au pouvoir simplement parce que les autres auraient échoué. Ça ne suffit plus. Ça ne va pas marcher avec la droite, donc faites-nous confiance. Non, il faut que si la gauche revient, elle ait un message politique fort à donner au pays. Nous, pour revenir aux responsabilités, il faut qu'on ait des idées nouvelles sur la lutte contre le chômage, et on en a deux. La première, c'est justement d'éviter qu'il y ait des transferts comme ça sans arrêt aux entreprises sous forme d'allègement de charges. Aujourd'hui, il vaut mieux favoriser une reprise de l'activité économique par la demande, par les consommateurs, par ceux qui peuvent, par leur acte quotidien, relancer l'activité économique. Est-ce que j'ai pu faire avancer le pays? Ou est-ce que j'ai simplement été là pour gérer les affaires courantes? Je ne suis pas là pour gérer les affaires courantes du pays, parce que le pays ne peut plus attendre. Les impôts vont être augmentés, que ce soit la TVA, que ce soit l'impôt sur l'essence, que ce soit l'impôt sur le gazole, que ce soit l'impôt sur le tabac, que ce soit l'impôt sur l'épargne, tout est augmenté. Pour un gouvernement qui avait promis la baisse des prélèvements, ce trop d'impôts devient insupportable. Ensuite, c'est quand même plus d'inégalités, puisque vont être appelés à la solidarité les consommateurs. Pour l'essentiel, ce sont les consommateurs qui font les 2/3 de l'effort. En revanche, les patrimoines importants restent finalement bien protégés. Quand on regarde ce budget, on peut se dire que bien sûr les socialistes ne le voteront pas, mais que même le candidat Chirac ne l'aurait pas voté, tant il ressemble à ce qu'il dénonçait hier, le plus d'impôts, le plus d'injustice et le plus d'inquiétude. J'avais évoqué une présidence normale. Rien n'est normal quand on est président de la République, puisque les conditions sont exceptionnelles. Le monde traverse une crise majeure, en tout cas l'Europe. Il y a des conflits dans le monde, sur la planète. Il y a l'enjeu de l'environnement, du réchauffement climatique. Bien sûr que le président doit être à la hauteur de ces sujets-là, mais il doit aussi être proche du peuple. Ce qui va suivre n'a pas pour objet de déterminer quel est le patrimoine de François Hollande. Cette affaire est du point de vue du droit, comme de l'éthique républicaine, sans importance. Non, ce qui est question ici, c'est de savoir si François Hollande a menti ou non lors de sa déclaration fiscale de mars 2012. Nous nous sommes donc penchés sur une pièce absolument incontestable. Cette fameuse déclaration de patrimoine, produite par le candidat François Hollande le 15 mars 2012 et publiée au journal officiel le 12 mai suivant. En revanche, nous avons laissé volontairement de côté le patrimoine de sa compagne Valérie Trierweiler, dont on a tout dit et son contraire, et celui assurément très conséquent de son père Georges Gustave Hollande. De même, nous n'avons pas été en mesure de vérifier si un appartement situé au 6 Thomas More Street à Londres appartient ou non à François Hollande. Mais vous allez le voir, cela n'a aucune importance. François Hollande possède une maison à Mougins, acquise en pleine propriété, après un partage de patrimoine avec Ségolène Royal, qui en contrepartie a conservé la SCI La Sapinière, propriétaire d'un appartement à Boulogne-Billancourt. Il possède aussi 2 appartements à Cannes, en pleine propriété, à hauteur de 30 et 70%, occupés l'un par son père et l'autre par son frère. Après vérification auprès de plusieurs agences immobilières et études de notaires, nous concluons que les estimations retenues par François Hollande sont correctes. À noter aussi que la valeur d'acquisition des biens est mentionnée. Elle est de l'ordre de 300 000 €. À noter encore qu'une note en bas de page laisse entendre que François Hollande possède en plus, en nue propriété, tout ou partie de la fraction non déclarée de ces 2 biens situés à Cannes. Une opération qui lui aurait permis de réduire fin 2011 son assiette fiscale, puisqu'en cas de démembrement, c'est l'usufruitier qui doit acquitter l'ISF pour la valeur du bien en pleine propriété. C'est ici que les choses deviennent très intéressantes. François Hollande a déclaré « Valeur mobilière, 0. Assurance vie,
3 550 €. Compte courant bancaire, 8 259 € et des centimes. Meubles, 15 000 €. Bijoux, or, pierres précieuses, 0. Véhicule, 0. Compte bancaire à l'étranger, 0. Divers, 0. Soit un actif hors immobilier de 26 809 € et des centimes. Chacun conviendra que ce montant extrêmement faible est troublant. Vous allez voir que nous n'en sommes qu'au début, car dans cette déclaration, il y a aussi un passif, sur lequel la presse en général n'a guère porté d'attention. François Hollande en effet a contracté un emprunt bancaire immobilier dont il lui reste à rembourser 25 725 €. 2 emprunts personnels auprès de son père et de son frère pour un total de 170 000 € en relation avec les transferts de propriété intervenus fin 2011. Et aussi, et c'est plus étrange, 2 emprunts bancaires de trésorerie à hauteur de 59 569 € et des poussières. Au total, avec un patrimoine net légèrement supérieur à 940 000 €, constitué d'immobilier à plus de 100%, François Hollande est assez largement au-dessous du seuil de déclenchement de l'ISF qui est de 1,3 million €. Il n'a donc pas été redevable de l'ISF au titre de l'année 2011 et probablement jamais auparavant. Bel écran de fumée que voilà. Car il ne faut pas être grand clair pour remarquer d'une part que le patrimoine immobilier net de François Hollande, qui s'élève donc à 970 000 €, est presque exclusivement de la plus-value, alors que son patrimoine hors immobilier est lui en revanche négatif de 32 759 € et des poussières. En d'autres termes, François Hollande, en 30 années de vie professionnelle, n'aura pas réussi à mettre de côté un seul euro. Pas un seul. Bref, il nous explique que bien loin d'être riche comme Crésus, il est pauvre comme Job. Une question vient immédiatement à l'esprit. Cette déclaration de patrimoine est-elle compatible avec la situation de François Hollande en termes de revenus? Non, bien sûr. La réponse est évidente, et on peut se demander pourquoi personne ne s'est davantage intéressé à cette anomalie grossière. En effet, François Hollande a été député parmi d'autres mandats sans discontinuer depuis 1988, à l'exception d'une seule interruption de 4 années entre 1993 et 1997. Auparavant, entre 1981 et 1987, François Hollande avait occupé diverses fonctions dans la haute administration comme chargé de mission auprès de François Mitterrand et directeur de cabinet ministériel. Bref, au cours des 30 dernières années, François Hollande a perçu régulièrement des émoluments supérieurs, parfois très supérieurs, à ceux d'un professeur agrégé, d'un médecin, d'un juge et de l'immense majorité des cadres supérieurs de l'industrie et du commerce. Cela signifie aussi que selon le barème de l'INSEE, François Hollande, au cours de ces 30 dernières années, a toujours été dans la catégorie des 20% des Français ayant les revenus les plus élevés. Ce contraste saisissant entre d'une part son patrimoine et sa carrière professionnelle nous conduit bien légitimement à nous poser la question suivante. François Hollande a-t-il menti? Pour répondre à cette question fondamentale et lourde de conséquences, nous allons essayer de calculer l'épargne qu'aurait dû accumuler François Hollande
s'il avait adopté le comportement type ou normal, pour employer un mot qu'il affectionne, estimé par l'INSEE pour l'échantillon de la population à laquelle il appartient. Bien sûr, il ne peut s'agir que d'une approximation. Mais vous le verrez, même à 10 voire 20% près, le résultat est éloquent. Selon ses propres déclarations au magazine L'Express, François Hollande a gagné en 2011 et au titre de ses mandats électifs un peu plus de 70 000 € après impôt. Ce chiffre nous semble juste. Comme sa carrière a été une droite rectiligne dans la fonction publique, il est assez facile de reconstituer ses revenus depuis 1981. L'INSEE nous fournit les données nécessaires à ce calcul. D'une part, le multiplicateur d'inflation entre 1981 et 2011, et d'autre part, le taux moyen d'épargne des ménages français les plus aisés. Et bien voici le résultat. Au terme de 30 ans de carrière, François Hollande aurait dû se trouver en possession d'un patrimoine hors immobilier, compris dans une fourchette entre 700 000 et 1 million d'euros. Un résultat conforté par le fait que François Hollande a élevé ses enfants avec Ségolène Royal, qui elle aussi a eu des revenus conséquents. Et que le couple Hollande a bénéficié d'importants avantages en nature, qui mécaniquement sont autant de revenus consacrés à l'épargne. Conclusion. Un patrimoine hors immobilier déclaré de moins 32 759,77 €, contre un patrimoine théorique voisin du million d'euros. Voilà et nulle part ailleurs où il faut chercher l'erreur, l'anomalie et une vraie possibilité de fraude caractérisée. À ce sujet, on peut évoquer 3 hypothèses. Premièrement, François Hollande aurait systématiquement investi tous ses revenus dans des biens qui sortent du périmètre de l'ISF, comme des forêts ou bien des tableaux de maître. Ceci expliquerait pourquoi François Hollande dispose de très peu de liquidités au point d'avoir recours à des emprunts. Cette hypothèse a l'inconvénient de n'offrir aucune souplesse et n'est pas sans risque. À noter que la réincorporation des toiles de maître dans l'assiette fiscale a été tentée à plusieurs reprises sous l'impulsion de députés de la base, de droite comme de gauche. Mais elle a toujours échoué au dernier moment. Deuxième hypothèse, François Hollande aurait procédé à des opérations de window dressing, c'est-à-dire des dons et cessions temporaires et discrètes avant chaque inventaire. Avec cette hypothèse, nous entrons à pieds joints dans la fraude. Et parce qu'elle est très facile à exécuter, elle est aussi, il faut le savoir, très fréquente. Troisième et dernière hypothèse, François Hollande, sûr de son impunité et prisonnier de ses déclarations antérieures, aurait tout simplement menti par omission. En guise de conclusion, on peut s'interroger sur l'exemplarité, voire la légitimité d'un président de la République, prêt à saisir toutes les opportunités, légales ou illégales, pour réduire sa contribution personnelle au budget de l'État. On peut aussi s'interroger sur le silence, sinon la complicité du fisc et des médias, puisque l'anomalie est grossière et figure dans un document public. Mais ce n'est pas sans ironie que je préfère vous livrer à cette étrange énigme. Si une personne ayant eu la carrière de François Hollande n'est pas parvenue à mettre de côté par son travail et sur une durée de 30 ans un seul euro d'épargne, comment alors les 80 à 90% des Français moins bien lotis que lui ont réussi, eux, à ne pas mourir de faim? Shine like gold.
la situation dans nos offices, dans nos instances, c'est très dur. C'est l'une des artères les plus prestigieuses de la capitale. L'une de celles dont on connaît le nom même à l'autre bout du monde. Le boulevard Saint-Germain, autrefois associé à Jean-Paul Sartre ou Juliette Gréco, fait aujourd'hui parler de lui pour 7 appartements. Au 5e étage, un 286 mètres carrés en angle. Un bien rare et donc cher. Tous les agents immobiliers vous le diront. Y compris Marco Kulundzic, dont l'agence vend des appartements de luxe à Paris depuis 10 ans. C'est vraiment très très joli. C'est très joli et ça mérite un prix plutôt élevé dans la tranche Saint-Germain, surtout il est placé à côté des Deux Magots. Un prix peut-être même un peu trop élevé. Voilà, ça c'est l'acte de vente. Car en 2012, le propriétaire des lieux a acheté cet appartement 7 400 000 €, soit 26 000 € du mètre carré. Pour l'agent immobilier, c'est bien au-delà de la moyenne du quartier et même de l'immeuble. Sur cet immeuble, je crois que les transactions, le prix médian, il est aux alentours de 13 à 14 000 €. Voilà. Ce qui est vraiment un prix déjà assez haut, même très haut pour Paris. Maintenant, je n'ai pas vu cet appartement. Si à l'intérieur, il y a une piscine, il y a quelque chose de splendide qui justifie cette plus-value, on est bien d'accord, ça peut justifier. L'appartement, le voici. De beaux volumes, 10 pièces, 2 salles de bain, une belle vue et même des balcons, mais pas de terrasse panoramique, encore moins de piscine intérieure. Bref, aucun de ces petits plus qui pourraient justifier un tel prix au mètre carré. D'ailleurs, 2 ans plus tôt, le même appartement avait été acheté beaucoup moins cher. 4 400 000 €, le prix du marché. Alors forcément, dans le quartier, ça fait jaser. Surtout quand on apprend que l'acheteur s'appelle Thomas Fabius. Thomas Fabius, le fils du ministre des Affaires étrangères. Un jeune homme de 32 ans qui a déjà fait parler de lui. Autodidacte touche à tout, tour à tour géo au Club Med, professeur de tennis, serveur puis directeur d'hôtel, bref, un parcours bien différent de celui de son père. Vous avez 24 ans, lui il a été premier partout, il a été Premier ministre à 38 ans, et vous faites des choses qui n'ont aucun rapport. Oui. Alors peut-être que je n'avais pas les compétences pour faire des études, aussi brillantes que lui. J'ai choisi ma voie qui est différente et dont je suis assez fier en fin de compte. Un jeune homme qui ne payait pas d'impôts quand il s'est offert l'appartement. Alors comment a-t-il pu débourser une telle somme? Et pourquoi l'a-t-il payé aussi cher? La justice enquête pour blanchiment. Pour nous faire comprendre ce que l'on peut réellement s'offrir avec 7 millions, Marco Kulundzic nous fait visiter un de ces biens d'exception, comme il les appelle. On est sur, voilà, le niveau réception en bas, le niveau appartement réception, mais ce que j'appelle réception, il y a quand même 3-4 chambres en bas. Un appartement type standard, parquet, premier étage, et cet énorme loft qui donne tout le charme à cet hôtel particulier, complètement niché, caché dans la végétation. Et absolument pas visible de l'extérieur. Et on est en plein Paris. Et on est, oui, dans un des quartiers phares de Paris. Un hôtel particulier entier de 450 mètres carrés, 150 de plus que boulevard Saint-Germain. Avec au dernier étage, ce loft de 200 mètres carrés à lui seul. 10 mètres de hauteur sous plafond avec en bas une immense pièce à vivre, la chambre principale et sa salle de bain. Et à l'étage, 2 autres chambres. L'ensemble est à vendre 6,5 millions, prix de départ avant négociation. Alors là, on passe à la partie supérieure, le côté habitation. Donc toujours avec cette vue, on est seul au monde. Le vis-à-vis, on ne peut pas dire qu'il y en a. On est à combien du mètre carré? Nous sommes aux alentours de 15 à 16 000 € du mètre carré, mais on a oublié de compter, il n'y a pas que la surface.
il faut compter la surface du jardin qui est de 450 mètres carrés en plus. Thomas Fabius aurait donc payé trop cher. Et avec quel argent? Car ses affaires ne sont pas florissantes. Il y a d'abord People and Baby. En 2005, il se présente sur les plateaux télé comme l'un des associés de cette société innovante. En fait, il y a une année, je me suis associé avec 2 personnes, une puéricultrice et un financier. Et on a monté une société qui fait des crèches d'entreprise. Je permets aux grands groupes d'intégrer en bas de leurs sièges sociaux des crèches qui permettent aux collaborateurs de déposer le matin leurs enfants et de les récupérer en fin de journée, ce qui facilite considérablement leur quotidien. En fait, les relations de Thomas Fabius avec People and Baby se détériorent rapidement. Ses associés se plaignent de lui. En 2006, ils lui reprochent d'usurper le titre de président et même d'avoir envers eux des propos menaçants. La collaboration prend vite fin. Entre-temps, Thomas Fabius a monté sa propre société, TF Conseil, spécialisée dans l'immobilier. Résultat net en 2011, 11 900 €. Pas de quoi non plus s'acheter l'appartement du boulevard Saint-Germain. Alors comment a-t-il fait? D'après l'acte de vente, il aurait bénéficié d'un prêt de 4 millions d'euros à 3% sur 10 ans. La banque qui lui a prêté, c'est la Monte Paschi, une vénérable institution italienne. Pourquoi lui a-t-elle accordé une telle somme? Bonjour. Pour Olivier Forgue, gestionnaire de patrimoine, le plan de financement paraît pour le moins surprenant. Nous lui soumettons le dossier sans lui dire qu'il s'agit de Thomas Fabius. Un dossier de ce type n'a quasiment aucune chance. Ça ne passera pas. Jamais une banque ne financera. Il faut des revenus, il faudrait... et le bien à qui a-t-il été mis en location? Non, non, cette personne habite dedans. Donc ça veut dire que le bien acquis par ce financement ne génère pas de revenus pour rembourser? Non. Je pense que c'est absolument, ça me semble imprésentable ce genre de dossier. Aucun comité de crédit n'accepterait de financer un tel dossier, compte tenu du risque. Mais ce qu'il comprend encore moins, c'est l'origine des 3,5 millions d'euros qu'a apporté Thomas Fabius en complément du prêt. Et d'où viennent ces 3 millions d'euros? On ne sait pas. C'est assez peu courant comme dossier. L'absence de revenus, l'absence d'impôts, l'absence d'actifs. C'est toute la question. 3,5 millions d'euros, une somme colossale pour un homme qui n'a pas payé d'impôt sur le revenu en 2012. Cet argent pourrait bien provenir d'un secteur d'activité qui n'a rien à voir avec TF Conseil. Thomas Fabius aurait un talon d'Achille, les jeux d'argent. Le fils du ministre est un flambeur. Sur les tables, il mise gros, gagne parfois et perd souvent. Interdit de casino en France, il a écumé les prestigieux établissements de jeux à l'étranger, notamment à Monaco. Sur cette vidéo amateur filmée à son insu, on le voit en chemise blanche et short en pleine partie de roulette. Il est démonstratif. Les sommes en jeu sont astronomiques, jusqu'à 400 000 euros. Cette vidéo, c'est un journaliste de Paris Match, François Delabarre, qui l'a récupérée. Il a enquêté sur les liens entre Thomas Fabius et le casino pendant plusieurs mois. Là, on parle de montants colossaux. Il a misé, au cours de l'année 2011, 7 millions d'euros. C'est une somme colossale. 7 millions d'euros en liquide, auxquels viennent s'ajouter les montants qu'il a misés dans d'autres casinos, c'est-à-dire Las Vegas ou Londres, où il avait ses habitudes. Mais la chance tourne. Fin 2012, il laisse une ardoise de 2 millions d'euros à Monaco, qu'il n'a toujours pas effacée. L'argent lui brûle les doigts. Il serait allé jusqu'à laisser un pourboire de 100 000 euros au croupier un soir de veine. Les plus gros joueurs du casino de Monaco, c'est l'oligarque Mamadov et c'est le milliardaire britannique Philip Green. Tous les deux ont plus de 50 ans et sont des hommes connus. Ensuite, on a Thomas Fabius qui a 30 ans, qui est un parfait inconnu et dont on ne connaît pas l'origine et source des fonds. 7 millions d'euros misés en un an,
3,5 millions d'apport pour l'achat d'un appartement. Nous avons contacté le principal intéressé pour comprendre d'où venait tout cet argent. Il ne sait pas qu'il est enregistré. Je comprends l'intérêt suscité par l'achat de mon appartement dans l'absolu, mais je ne comprends pas du tout la polémique autour de cela. Mais sur l'origine de ces fonds, par contre, on a du mal à savoir. Bah écoutez, ça c'est encore une fois, c'est de la vie privée, je pense. Et aujourd'hui, la justice ne m'a pas attaqué. Les seules personnes qui m'ont attaqué, c'est des gens comme vous, c'est les médias qui se gossent d'une affaire qui met en risque, possiblement avec une investigation pénale, le fils d'un ministre. Je ne vais pas me défendre auprès des médias. Les médias n'ont pas l'autorité à m'attaquer. La justice, pourtant, s'intéresse bien à lui. Des mouvements suspects sur son compte bancaire avant l'achat de l'appartement ont attiré l'attention de Tracfin, la cellule anti-blanchiment de Bercy. Une information judiciaire a été ouverte. Par exemple, vous avez une villa ou un appartement qui vaut 5 millions et vous l'achetez 7. Vous l'achetez 7 comment ? Par de l'argent qu'on appelle prélavé, c'est-à-dire qui serait passé par un montage quelconque à travers les frontières. Vous allez revendre cet appartement 5 millions. 5 millions tout à fait propre puisque c'est le fruit de la vente de la villa ou de l'appartement. Et ça vaut le coup de perdre, entre guillemets, 2 millions d'argent sale, si c'est pour en gagner 5 propres? L'argent sale n'a aucune valeur en soi. C'est ce qu'on oublie, c'est-à-dire que la valeur faciale, effectivement, de l'argent sale est la même que celle de l'argent propre, mais sa valeur marchande est proche de zéro. Donc on préfère effectivement perdre 20-30% de la valeur faciale de l'argent sale. 6 mois après l'ouverture de l'instruction, Thomas Fabius n'a toujours pas été auditionné. Les coulisses de la politique avec Christophe Jacubizzi, enfin coulisses, bas-fond peut-être, de la politique. On l'a dit ici souvent, vie publique, vie privée, la ligne de séparation entre vie publique et vie privée risque de devenir de plus en plus poreuse. Mais cette fois-ci, Christophe, c'est plus grave. Oui, et tout est parti d'une déclaration énigmatique de Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. C'était lundi soir sur Canal+, le mieux c'est de le réécouter. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Si je sors le nom maintenant et que je lâche le nom dans la nature, premièrement c'est moi qui serai mis en examen, je serai à coup sûr condamné, même si je sais que l'histoire est vraie. Alors plusieurs choses, on sort là du débat vie privée, c'est incroyable, du débat vie privée, vie publique. Il ne s'agit pas de vie privée là, il s'agit d'un crime, d'un délit, donc évidemment on doit en faire état. Deuxièmement, Luc Ferry, s'il dit vrai, il est susceptible d'être poursuivi parce qu'il y a un article du Code pénal qui sanctionne la non-dénonciation de crime, même d'ailleurs si ce crime a lieu dans un autre pays, en l'occurrence apparemment le Maroc, la justice française pourrait s'en saisir. Deuxièmement, s'il raconte n'importe quoi, il est aussi susceptible d'être poursuivi, attaqué pour diffamation. Bon, d'ailleurs, si la justice fonctionne normalement maintenant, on attend que soit un procureur français s'en saisisse, puisque comme je vous le disais, il n'y a pas de territorialité pour des crimes sexuels, notamment qui touchent les enfants. Et deuxièmement, un juge marocain aussi va pouvoir s'en saisir. Troisièmement, on entend Luc Ferry, il y a aussi un ancien Premier ministre qui est complice de non-dénonciation, puisque c'est par un Premier ministre qui l'a appris. Quatrièmement, il y a aussi la question de la prescription. Est-ce que le crime dont on parle est prescrit ou pas? Alors, un rappel des faits, il y a une loi de octobre 2004 qui prévoit que la prescription, maintenant, elle est de 20 ans après l'âge de la majorité de la victime. Donc jusqu'à 38 ans, si on était victime d'un viol, on peut porter plainte. Comment se fait-il, Christophe, que cette affaire sorte maintenant? Alors, elle ne sort peut-être pas maintenant. Ah bon. Figurez-vous que c'était sur RMC, il y a 2 ans, dans Les Grandes Gueules, Yves Bertrand, l'ancien directeur des renseignements généraux, donc des services secrets, parlait d'une affaire de pédophilie concernant un ministre. On l'écoute. Il est possible que j'ai évoqué auprès de mon autorité hiérarchique, c'était pas la justice. D'accord, oui, bien sûr. Oui. Je ne suis pas officier de police judiciaire, je n'avais pas l'habilitation d'officier de police judiciaire. Donc il est possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à mon autorité hiérarchique. Je dis bien mon autorité hiérarchique. D'accord. Je n'en dirai pas plus. Mais il n'y avait pas eu de suite judiciaire. Alors il ne s'agit peut-être pas de la même affaire, en tout cas il parle bien d'une affaire similaire dont ses services avaient eu connaissance et il en avait référé aux autorités politiques qui n'avaient rien fait. Mais vous dites quoi en substance, Christophe, ce matin? Qu'un Premier ministre et un ancien ministre s'autorisent comme ça
étouffer un scandale grave? Apparemment, si Luc Ferry dit vrai, c'est le cas, ce qui est quand même inadmissible. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, cette affaire ne va pas s'arrêter là. D'abord parce que, je vous le disais, Luc Ferry s'est mis dans un corner et qu'il va devoir en dire plus. Ensuite, que des noms déjà circulent sur Internet. Enfin, que des associations de victimes, d'enfants, vont porter plainte, ce qui est très bien. Au Maroc, par exemple, Najat Anvar, la présidente de l'association marocaine de défense des enfants, dit « touche pas à mon enfant », annonce qu'elle va porter plainte contre X. Et en France, pareil, Martine Brousse, la directrice de l'association La Voix de l'Enfant, envisage de porter plainte, et c'est tant mieux. Merci. C'est une histoire à dormir debout, c'est une histoire surréaliste, c'est un acharnement, une sorte de lynchage juridictionnel. Moi, je suis révolté, indigné, scandalisé, et je le dis, il ne faut pas laisser faire. Roman Polanski ne doit pas repartir aux États-Unis. Nous devons le protéger. Il restera en Europe si chacun d'entre nous se bat pour le défendre. Libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Moi, j'aimerais savoir il avait évoqué lors de ses carnets certains ministres pédophiles. J'aimerais savoir s'il y a eu un suivi là-dessus et quand c'était parlé exactement. Ministre pédophile. Alors, vous aviez évoqué un ministre pédophile, M. Bertrand, la question directe de Frédéric, vrai ou pas? Je parlais de la pédophilie. Autant, alors là je le dis de façon très je trouve que la pédophilie est quelque chose de scandaleux, puisque aujourd'hui, quand on nous a accusés dans les années, c'est très vieux, de suivre la fameuse librairie Autre Culture où le pasteur Doucet avait été retrouvé enterré, etc. Bon, on a dit c'est les RG qui ont fait le coup. En fait, c'était un inspecteur des renseignements généraux de la préfecture de police. Moi, j'étais directeur central adjoint à l'époque. Autant les mœurs sexuelles des uns et des autres n'ont rien à voir, sauf la pédophilie. D'accord. Que je trouve. Y avait-il cette information que vous avez, elle en devient quoi cette information? Parce que c'est un crime la pédophilie. Donc, bon, il y a eu des informations ou des ragots, mais peut-être des informations sur la pédophilie supposée d'un ministre de la République. Mais elle devient quoi cette information? Moi, vous avez ça entre votre main. Si vous êtes face à un crime, donc il faut dénoncer un crime. Alors vous êtes complice. Non, mais je ne suis pas complice parce que j'ai dû. Ça, c'est très vieux. Hein, ça remonte. Ça doit remonter. 80, voilà, c'est ça. Donc évidemment, j'en ai fait une relation verbale. Oui, on a tous des noms, ça. Oui, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Comment l'expliquez-vous? Oui, s'il était vraiment pédophile. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non. Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations? Non, mais je dois vous dire que cette information ne m'avait pas été fournie par n'importe qui. Donc elle était fondée. Et sauf qu'ils n'étaient pas saisis du dossier, les deux magistrats en question qui m'avaient parlé de ça. Les magistrats qui vous parlent de ça, vous êtes obligés de la rendre compte. Mais c'était à eux à faire le... Puis ils n'étaient pas saisis de l'affaire. D'accord. Donc on a étouffé l'affaire dans l'œuf. Mais c'est pas moi, c'est pas vous. Mais on a étouffé l'affaire d'un ministre coupable de crime pédophile au sein de la République. Oui, enfin de crime, de pédophilie, je sais pas. La pédophilie est un crime. C'est un crime, oui. Bah voilà, Frédéric, réponse à votre question. Je parlais du lobby des supporters des pédomanes. Voilà ce qu'on lit dans le terrorisme intellectuel, le livre de M. Xevilla. Pardon, le terrorisme intellectuel. Merci, M. Plancard. Le terrorisme intellectuel de 45 à nos jours. On lit ça. En 77, 3 inculpés pour attentat à la pudeur sans violence sur des mineurs de 15 ans se retrouvent depuis 3 ans en préventive. Ils reçoivent le soutien de Jean-Louis Bory, Patrice Chéreau, Guy Hockenheim, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Gabriel Matzneff et Philippe Solers. 2 points, ouvrez les guillemets, 3 ans de prison pour des caresses et un baiser, ça suffit. Publication dans Le Monde du 26 janvier 77. Un coup de bol. Moi, le mi-temps, j'en ai jusque-là. Ça fait 40 ans que le truand me charrie. Je l'ai digéré à toutes les sauces et à toutes les modes, en costard bien taillé et en blouson noir. Ça tue, ça viole, mais ça fait rêver le bourgeois et reluire les bonnes femmes. Elles trouvent peut-être ça romantique, mais moi pas. Alors j'ai pris une décision. Moi, les peaux, je vais plus les envoyer devant les jurés de la Seine. Comme ça, il n'y aura plus de non-lieu ni de remise de peine. Je vais organiser la Saint-Barthélemy du mi-temps. Tu m'as compris? Bravo.